Monsieur Esnard, donc on se retrouve là à Salon. On est au 100e jour de l'élection de la nouvelle équipe municipale. C'est le moment du premier bilan. Aujourd'hui, quelle est pour vous aujourd'hui la situation à Salon? Comment se décline-t-elle? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre situation personnelle, où vous en êtes? Et puis, comment aujourd'hui la majorité, l'opposition, majorité nationale mais opposition à Salon, s'organise et quel est son projet personnel? Alors, 100 jours après une élection, vos sentiments? Écoutez, sans vouloir être systématiquement critique, j'ai plutôt une impression de déception qui se dégage de ces premiers 100 jours de gestion de la nouvelle équipe Thonon. Déception pourquoi? Pour une première raison d'abord, c'est que moi j'espérais que la majorité Thonon serait plus ouverte à l'opposition et que nous serions plus associés aux décisions importantes qui vont se prendre pour la commune. Vous avez vu ce qu'il est advenu de nos demandes de siéger à l'Aglopole, au conseil d'administration du centre hospitalier, de la CEMISAP, de l'Office du tourisme et d'ailleurs. On sent une équipe Thonon qui se referme sur elle-même et qui ne semble pas disposée à donner toute la place qu'à mon avis mérite l'opposition dans les organes de décision. Donc première déception, elle est à ce niveau. Deuxième déception, bon, 100 jours et on se dit finalement que s'est-il passé en 100 jours de majeur? Rien, si ce n'est ce matin où nous venons donc de voter le principe de la grande mosquée du nord du département à Salon. Il n'y a pas eu de grandes idées, de grandes orientations qui ont été lancées dans ces 100 premiers jours. Je pense que là aussi c'est une déception. Et puis déception enfin parce que on commence à ressentir et à voir et à comprendre ce qui a pu se passer dans cette élection municipale aujourd'hui, en voyant un certain nombre de gens, et moi je ne cesse de rencontrer, qui me disent on m'a promis un logement, on m'a promis un emploi, on m'a promis une titularisation. Et on sent beaucoup de déception chez ces gens qui ont pu faire le choix de Michel Thonon parce qu'ils espéraient beaucoup de choses et qui ne sont pas satisfaits dans les espérances qu'ils pouvaient avoir. Moi j'ai toujours à l'esprit cette image de ce monsieur que j'ai croisé dans le service du logement de la ville, qui venait réclamer les clés qu'on lui avait promis et qui a été sorti par la police municipale. J'ai toujours à l'esprit donc ce service du logement régulièrement surveillé par la police municipale parce que les gens viennent quémander les clés qu'on a pu leur promettre. Je vois tous ces CAE ou ces contrats aidés de la mairie qui sont massivement mis dehors du personnel municipal. Donc j'ai quand même un sentiment assez critique envers ces 100 premiers jours pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors si on parle maintenant, je dirais, de ce qui concerne directement les Salonnais dans la vie quotidienne, sur quel point vous jugez qu'il y a eu des avancées et quel point il y a eu déception de votre part? Alors, les avancées, au risque d'être critique, bon, peut-être une ou deux, mais relativement bénignes, mais on va les souligner pour bien démontrer que nous sommes dans la construction. On a nommé une personne qui aura la charge d'assurer le développement économique et l'accueil des entreprises sur la ville. Je pense que c'est une bonne idée. On a étendu, par exemple, le marché paysan du samedi matin, c'est une bonne idée. On a lancé un marché bio sur la place Saint-Michel, c'est une bonne idée. Donc il y a eu quelques mesurettes sympathiques, mais sur le fond, une grande déception, c'est celle de ne pas avoir vu les impôts locaux baisser dès cette année. La première décision que nous avons prise postérieurement à l'élection du nouveau conseil municipal a été de voter les taux d'imposition pour l'année qui arrive. Les impôts ne baisseront pas à Salon, au contraire, ils augmenteront à nouveau. Je le regrette parce que sur ce point, qui est très handicapant, me semble-t-il, pour les ménages, il y avait dès cette année beaucoup mieux à faire. Mais est-ce qu'il y avait des solutions pour désendetter la ville en baissant l'imposition? Complètement. Aujourd'hui, il faut savoir que pour baisser d'un point la taxe d'habitation de chacun de nos foyers, il faut faire 350 000 € d'économies ou de rentrées nouvelles. Moi, je considère que des économies de cet ordre-là pouvaient être possibles dès cette année et qu'on pouvait dès cette année, comme nous y étions engagés pendant la campagne électorale, commencer à baisser le taux de taxe d'habitation. Mais il fallait pour cela faire des choix et des économies en particulier dans le budget principal. Cela, à mon avis, aurait été possible. Telle n'a pas été la volonté de l'équipe municipale en place. C'est la grande déception de ces 100 premiers jours, voir les impôts continuer
à rester à des niveaux particulièrement élevés. Après, sur le reste, à moins que vous ne m'éclairiez, mais je répète que je n'ai pas vu de grands projets, de grandes idées, de grandes suggestions. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt, mais on attendait peut-être plus de cette nouvelle équipe qui pour le moment reste... Donc pour vous, pas d'impulsion de départ Complètement, oui. À mon grand regret d'ailleurs, mais pas de grandes idées. On a appris au conseil municipal d'une manière officielle le risque concernant la base de l'air. Est-ce que c'est... Donc c'est aussi la majorité cette fois gouvernementale, un dont vous faites partie. Comment vous appréhendez ces restructurations massives de l'armée qui sur un plan technique peuvent être justifiées au regard des menaces qui ont changé, mais qui ont des conséquences absolument dramatiques pour les villes telles que Salon-de-Provence et bien d'autres villes d'ailleurs en France. Alors ce que je veux dire et ce que je dois dire, c'est que moi je suis pour la restructuration de nos armées parce que je crois qu'aujourd'hui les temps ont changé et qu'il n'y a peut-être pas besoin d'autant d'unités qu'il n'y en avait besoin par le passé. Aujourd'hui, il y a 58 bases en France, on va descendre à 40, donc perdre une vingtaine de bases. Ça me semble légitime, parce que ne serait-ce que dans la région, Istres, Salon, Orange, je crois qu'il n'y a pas nécessité à avoir autant d'unités. La défense, son objectif, c'est de défendre la sécurité et d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Ce n'est pas l'aménagement du territoire. Donc je suis favorable au livre blanc, je suis favorable à la restructuration et je suis favorable, dans un souci d'économie nécessaire et d'efficacité, au regroupement des unités. Maintenant, pour autant, je ne suis pas favorable à n'importe quoi. Et il est bien évident que si la base de Salon venait à être menacée, j'en serais le premier à la défendre. Mais je crois que la base de Salon ne sera pas menacée si une condition est remplie et si nous parvenons à réussir ce grand dossier qui nous attend, à savoir faire venir la base aérienne de sécurité civile qui se trouve à Marignane, en l'occurrence les Canadair qui sont aujourd'hui sur Marignane, si nous arrivons à les faire venir à Salon. Nous allons perdre la division des vols dans les années qui viennent, d'ici 2010. Les vols, c'est les vols d'essai avec les Tucanos. Voilà. Tout à fait. Nous allons perdre les Tucanos d'ici 2010, donc nous allons perdre 300 à 500 militaires sur la base et une unité. C'est notre responsabilité pour assurer la pérennité de la base aérienne 701 de Salon, de faire venir la base aérienne de sécurité civile à Salon et ainsi d'avoir la garantie que la BA 701 ne sera pas menacée. Nous avons des atouts dans ce dossier. Le principal, c'est que la Basque et les Canadair veulent partir de Marignane parce qu'ils se trouvent sur un aéroport civil et qui n'ont plus leur place sur cet espace qui est l'aéroport de Marseille-Marignane. Nous avons un deuxième atout, c'est la proximité avec l'étang de Berre, et nous avons pour recharger bien entendu en eau les Canadair, et nous avons un troisième atout, c'est que les gens qui sont aujourd'hui à Marignane sont des gens qui habitent plus ou moins dans le pays de Salon, donc ils veulent venir à Salon. Donc nous avons beaucoup d'atouts, mais nous avons un adversaire de taille qui est la ville de Nîmes, et la base aérienne de Nîmes-Garons, qui elle aussi a besoin de cette arrivée pour assurer la pérennité de sa base aérienne. Mais il faut bien comprendre que c'est un des gros enjeux et c'est un des enjeux sur lesquels nous allons devoir nous mobiliser. Sur donc aujourd'hui votre situation politique, où vous en êtes sur Salon de Provence, il y avait deux listes donc très cousines puisque toutes les deux membres de l'UMP se sont présentées à la c'est vrai que c'est tout à fait ça. Oui, hein, bon, il y avait une liste officielle de l'UMP et une liste dissidente avec un conseiller général UMP. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même la même famille de pensée. Où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que il y a on peut dire réconciliation à la clé? Est-ce qu'il y a regroupement des forces autour d'un projet commun? Et quel serait votre projet sur la ville de Salon et sur l'aglopole, puisque maintenant on peut parler de territoire un peu plus élargi. Et qu'est-ce que vous comptez avoir comme stratégie à mener sur ça? Alors je crois que la bonne nouvelle de cette élection, si tant est qu'il y en ait une, c'est que l'opposition municipale est enfin rassemblée. Dans la mandature précédente, nous avions 3 groupes d'opposition, plus un conseiller général qui était à côté. Aujourd'hui, nous avons un groupe d'opposition rassemblé. Ce groupe d'opposition, de surcroît, se retrouve dans le parti majoritaire qui est l'UMP. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'enfin, nous parlons d'une seule et unique voix. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il ne faut pas oublier que des gens qui ont pu être candidats
aux dernières élections sont encore, entre guillemets, dans la nature, et que je crois que tout le travail qui va nous revenir dans les années qui viennent, c'est de les convaincre qu'il faut revenir nous aider, parce qu'en fait, l'enjeu des années à venir, c'est quoi? Et on va le voir, à mon avis, progressivement. C'est qu'entre une gestion telle qu'elle est conduite actuellement et la gestion que nous proposons, l'alternance et l'alternative que nous proposons, il y a de vraies différences sur la conception et sur l'aménagement de la vie dans la cité. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est expliquer aux gens qu'il n'y a pas 36 voies et 36 solutions, et que les enjeux des échéances à venir, ça va être soit de reconduire l'équipe en place, soit de faire confiance à un véritable projet d'alternance. Pour ce qui est des idées que je défends pour la commune, bon, elles seraient vastes à développer. Je dirais simplement que, comme nous l'avons fait pendant la campagne électorale, nous avons édité un programme sur la base de 128 propositions très fortes pour la commune, que nous veillons à défendre toujours ces propositions dans l'enceinte du conseil municipal et que nous continuerons à défendre ces propositions. Si elles nous sont reprises par la majorité municipale, je pense par exemple à l'extension du marché paysan, nous voterons pour. Si elles ne sont pas reprises par la majorité municipale, je pense par exemple au refus d'instaurer un service public minimum dans les établissements scolaires en cas de grève, eh bien nous voterons contre et nous irons à contrario. Nous restons fidèles à ce que nous avons présenté aux Salonnaises et aux Salonnais les 9 et 16 mars dernier et nous continuerons à défendre ce programme qui nous semble être bon pour Salon. Alors les prochaines élections, c'est les élections européennes. Oui. On n'en parle pas beaucoup, paradoxalement. Malheureusement d'ailleurs, malheureusement. Aujourd'hui, par rapport à ça, est-ce que vous, Nicolas Esnard, comment vous vous situez? Et puis, est-ce que vous restez plutôt sur une logique de continuité sur la vie salonnaise ou là vous avez d'autres objectifs parce que donc, quand on veut se présenter comme député, ça se présente longtemps à l'avance, ou alors est-ce que vous avez d'autres ambitions Pour le moment, et je l'ai toujours dit, mon ambition c'est Salon, c'est une ville qui me passionne, que j'ai au fond du cœur et j'allais dire peut-être même au fond des tripes, donc c'est vraiment ma préoccupation essentielle et majeure. Après, si d'autres opportunités ou d'autres propositions me sont faites, je les examinerai, mais je vous rassure Antoine, je ne pense pas qu'on pense à moi pour être député européen, et de surcroît, je ne suis pas sûr que ce soit un mandat qui m'intéresse parce que je le trouve un peu éloigné des préoccupations locales qui pour moi sont aujourd'hui essentielles. Alors justement sur ce problème d'éloignement, pour terminer, aujourd'hui dans la classe politique locale en général, on dit qu'il faut un agent de développement économique sur Salon, mais personne ne dit qu'il faut un agent de développement européen. Oui, tout à fait. Et pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut être lucide, il y a trop peu de députés européens pour que chacune de nos communes soit représentée. Donc la liste des européennes dans le Grand Sud de la France va comprendre une dizaine de personnes. Donc quand on sait que le Grand Sud englobe des villes comme Marseille, Nice, Toulon, Lyon, j'en passe et des meilleurs, bon, on peut difficilement imaginer être représenté sur une telle liste, parce qu'à ce moment-là, d'autres villes voisines de nous et de taille équivalente pourraient dire nous aussi nous voulons un député européen. Il y a trop peu de députés européens qui représentent la France pour que des villes comme les nôtres puissent espérer être toutes représentées. C'est dommage, effectivement, parce que ce serait bien d'avoir un lien entre le local et l'européen qui constitue, et on s'en rend compte, dans le désamour finalement. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que concrètement, est-ce que le système qui est en place est bien un système qui permette d'être en cohérence avec les citoyens? Ce qui est sûr, Antoine, c'est que vous mettez le point sur un sujet beaucoup plus vaste, qui est la nécessité, pour ceux qui croient à l'Europe comme moi, de rapprocher le citoyen du pouvoir politique européen, parce qu'on a vu dans le référendum irlandais, et on voit dans tous les référendums d'ailleurs populaires, que la population de nos États membres ne comprend pas toujours la politique conduite à Bruxelles. Donc il conviendra de réfléchir à un moyen de rapprocher le citoyen des organes de direction européens. C'est le meilleur moyen de réussir l'Europe pour les années à venir.